three, two, one. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Le Grand Débat, le rendez-vous des événements qui font l'actualité en France, en Afrique et dans le monde. Et je vous disais depuis hier, le premier talk show politique le plus écouté en tout cas en Afrique actuellement. Nous en sommes très heureux. Merci en tout cas pour l'équipe. C'est une belle récompense. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 19h comme chaque jour, heure de Paris. Si vous souhaitez intervenir dans l'émission, poser des questions aux invités, nous faire part de vos commentaires. Le numéro de téléphone habituel, le 01 55 07 58 00 depuis la France et partout ailleurs dans le monde. Composez donc le 00 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également intervenir sur notre site africa1.com, rubrique Le Grand Débat. Africa numéro 1, Le Grand Débat. Dans le grand débat aujourd'hui, attentat terroriste à Djibouti sur fond de crise politique. Samedi dernier, un attentat suicide dans un restaurant de Djibouti, La Chaumière, a fait, selon les autorités, 3 morts, un ressortissant turc et les 2 kamikazes. 7 ressortissants français, 4 Allemands et 3 Espagnols, 6 Néerlandais également et plusieurs Djiboutiens ont été blessés. Un attentat sur fond de crise politique et qui intervient quelques jours après une visite du président Ismaël Omar Guelleh à Washington, D.C., un séjour durant lequel il fut signé entre le dirigeant djiboutien et Barack Obama un accord sur la prolongation à long terme, dit-on, de la présence militaire américaine à Djibouti. Alors que l'événement a provoqué une vive émotion au sein de la population, l'opposition évoque une machination. Djibouti, en proie à une interminable crise politique, est-il en train de devenir l'une des cibles privilégiées du terrorisme dans cette région, présentée d'ailleurs comme l'une des plus sensibles du continent? Et quelles seront les conséquences de cet événement sur la situation politique du pays? Nous en parlons dans ce grand débat avec nos invités. L'émission est réalisée par Jérémy Dibis-Boucher. Le Grand Débat sur Africa numéro 1. Le Grand Débat. Retrouvez également le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Quelques nouveaux amis nous ont rejoints. Mako, Deka, Laurent, Patrick Falcou, Mafuta, Viviane Mafuta, Forson, Koué, Kag, Sanoussi et tous les autres. Merci de rejoindre la communauté des co-débatteurs du grand débat sur facebook.com/le grand débat. Tout de suite, notre débat du jour. Africa numéro 1, Le Grand Débat. L'attentat du 24 mai dernier a été revendiqué aujourd'hui même par les Chebabs somaliens à Djibouti, qui exige du président djiboutien Ismaël Omar Guelleh de retirer ses troupes de Somalie et, je cite, d'expulser les croisés de Djibouti. Le communiqué précise que, je cite, cette attaque n'est qu'un début et ce qui va bientôt suivre, si vous refusez, sera bien pire. Par ailleurs, le communiqué des Chebabs, donc, qui revendique l'attentat de samedi dernier à Djibouti, ce communiqué qui s'adresse directement au président djiboutien lui indique que, je cite, en acceptant les termes du contrat avec Barack Obama dans la guerre contre l'islam et en autorisant l'accès à votre pays, dit le communiqué, à ces installations et ces installations aux croisés, vous avez volontairement signé un pacte avec le diable. Fin de citation. Rappelons que cet attentat intervient dans un climat de tension entre le pouvoir et l'opposition. Nous en parlons pour comprendre ces événements, en tout cas, nous en parlons avec nos invités. Abderrahmane Ouaberi, bonsoir Abderrahmane. Bonsoir Francis. Que nous connaissons bien, que le monde entier connaît d'ailleurs, un grand écrivain, évidemment, merci. Écrivain, dernier roman paru, Passage des larmes aux éditions Jean-Claude Lattès, militant inlassable aussi pour l'état de droit et le respect des droits humains dans son pays Djibouti. Abderrahmane Ouaberi, merci d'être là. Nous sommes également accompagnés de Mohamed Kadami, membre de l'Amicale panafricaine, président du FROUD, Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie, ce sera dans quelques instants en fait. Mais nous sommes ici avec Maître Abdilali Zakaria. Bonsoir Maître. Bonsoir Francis. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Ligue djiboutienne des droits humains, député de l'USN, Union pour le salut national. C'est la coalition des partis de l'opposition. Oui, c'est pardon. Ah oui, j'inverse totalement, évidemment. Vous m'avez salué, mais en fait, vous aurez pu dire que, évidemment, c'est Mohamed Kadami qui est avec nous, en fait. C'est ça, membre de l'Amicale panafricaine, président du FROUD, Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie. En plus, on se connaît, parce qu'on vous a reçu il y a quelque temps déjà ici. Absolument. Vous savez, on fait des émissions tous les jours ici, on reçoit beaucoup de monde, parfois, au bout d'un moment, c'est un peu le vertige. Oui. En tout cas, merci d'être là. Vous comprenez bien ça, Mohamed? Absolument. Abderrahmane, vous comprenez bien. Absolument. Voilà. Zakaria va nous rejoindre. Et voilà, il va nous rejoindre dans quelques instants, Maître Abdilali, qui vient de loin. Il vient à Besançon, je crois. Il est à Besançon, il va nous rejoindre. Alors, parlons de cet attentat. C'est le premier attentat revendiqué donc par les Chebabs à Djibouti depuis que Djibouti a déployé en décembre 2011 un contingent au sein de l'AMISOM, la force de l'Union africaine qui combat donc les islamistes en Somalie. L'opposition et une certaine presse se montraient sceptiques jusqu'ici, Abderrahmane Ouaberi, sur les conditions, les circonstances, les mobiles de cet attentat. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette revendication des Chebabs qui est intervenue aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute n'est plus permis sur les auteurs de l'attentat?
Oui, sans doute, mais disons jusqu'à preuve, l'événement est assez chaud, donc on n'a pas tous les éléments. Donc, je pourrais juste dire que les Djiboutiens qui étaient sceptiques avaient parfois des bonnes raisons, puisque nous sommes dans un pays, dans une dictature de 37 ans, qui a usé et abusé de la manipulation et du mensonge. Donc, voyez-vous, c'est comme l'arroseur arrosé. Oui. Si vous avez toujours menti, même la fois où vous avez dit vrai, les gens vont vous dire « Ah bon ?» vous voyez. Donc, il s'est passé quelque chose qui est de cet ordre-là. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette revendication des Chebab? Alors, la revendication est arrivée hier, après-midi, par Twitter d'abord. Et elle est passée, enfin, ce groupuscule, on ne sait pas parce que c'est Chebab, c'est comme une internationale, donc il y a plusieurs fragments, j'imagine. C'est comme Al-Qaïda, quoi. Voilà. Alors, il y a un groupe, en tout cas, il y a des gens qui s'est revendiqué, qui parlaient au nom des Chebab, qui ont passé un message à un journaliste somalien qui s'appelle Daoud, qui est à Mogadiscio. Alors, donc, est-ce que le message est authentifié? Parce que c'est ça la question. En tout cas, le message oral qui est arrivé un peu plus tard, que j'ai écouté, moi, qui parle en Somalie, la rhétorique a l'air totalement, conforme avec les propos inflammatoires de ces fous d'Allah. Le fait que le croisé, la division du monde en musulmans et non musulmans, tous ces arguments, cet argumentaire-là fait croire que c'est un communiqué classique de Al-Shabaab. La seule chose qui est nouvelle, c'est que c'est la première fois qu'un groupe étranger à Djibouti, n'est-ce pas, un groupe terroriste, s'immisce dans les débats djibouto-djiboutiens. Dans un premier temps, et donc ça c'est un peu effrayant. D'autre part, alors Chebab n'a pas l'air d'être au courant, mais c'est presque depuis les origines de la République de Djibouti, en tout cas de la colonie française qui deviendra Djibouti, qu'il y a des forces militaires. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau que Ismaël Omar Guelleh aurait ramené. La base française, la marine française, elle est là depuis les origines de Djibouti. Donc ce n'est pas si croisé il y a, si je sais pas. On parlera tout à l'heure de la coïncidence entre l'attentat et la signature quelques jours plus tôt à Washington entre Ismaël Omar Guelleh et Barack Obama de ce contrat qui prolonge en fait la présence militaire américaine à Djibouti. Absolument, on reviendra, mais en tout cas, ce que je voulais dire, que la suspicion était justifiée, le communiqué a l'air authentique. Communiqué à l'air authentique. Alors, Mohamed Kadami, depuis quelques jours, l'opposition avait évoqué une machination du pouvoir. Il y avait comme ça une sorte de scepticisme. J'ai même lu des journaux djiboutiens qui remettaient en cause, pratiquement, la véracité même, de l'attentat tel que, en tout cas, il a été présenté par les autorités djiboutiennes. Au fond, quel intérêt avait le pouvoir, quel intérêt aurait eu le pouvoir, à organiser un attentat aujourd'hui à Djibouti? Oui, d'abord, je pense que le doute n'est pas complètement levé. Même si ça a l'air d'être les rhétoriques qu'on connaît d'Al-Shabaab et tout ça, parce que si vraiment on veut imiter Al-Shabaab, on va pas quand même raconter d'autre chose que ce qu'il racontait, quoi. Oui. Et je pense que les jours qui viennent vont vraiment nous permettre de savoir exactement quels sont les tenants et les aboutissants de cette opération, en tout cas de cet attentat ignoble. Mais pourquoi l'opposition s'est engouffrée? Bon, ce n'est pas notre cas. Nous avons fait un communiqué pour condamner l'attentat sans pour autant déclarer qui est responsable, parce que qui peut savoir pour le moment. Mais pourquoi tout ce monde-là aujourd'hui disent que c'est le pouvoir qui instrumentalise? Parce que depuis 1977, la politique des attentats, ça a existé. Le premier attentat, c'était le 16 décembre 1997, qui a permis à l'époque pour le pouvoir d'éliminer une partie de la population, en tout cas politiquement. Et d'ailleurs, ça avait à l'époque engendré la démission de M. Ahmed Dini, qui était Premier ministre. Donc ça, c'était un des premiers attentats. Un premier attentat commis par qui? Écoutez, jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas été... jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas les auteurs de cet attentat. Donc c'est une des caractéristiques aussi des attentats à Djibouti, c'est qu'on n'identifie jamais, on ne connaît jamais les auteurs des attentats. Ça, c'est la première chose. C'est grave ce que vous dites, parce que vous voulez dire qu'on a affaire à un pouvoir qui est aussi cynique pour organiser une terreur de cette... Et en tout cas, aujourd'hui, presque tous les observateurs disent que effectivement, c'était à l'origine de cet attentat, c'était le pouvoir du Djibouti. En tout cas, ça leur a permis à l'époque d'éliminer leurs adversaires politiques, et particulièrement à l'époque, c'était le regretté M. Ahmed Dini. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Et il y a eu d'autres attentats qu'on a attribué aussi, par exemple, à un moment donné, à un sous-clan Gadaboursi. C'était en 1990. Et il y a eu la répression qu'on connaît contre ces sous-clans. Alors que tout le monde après a admis que ces gens-là n'étaient ni de loin ni de près
avec ces, concernés par ces attentats. Et enfin, je suis un peu plus ancien, plus vieux que peut-être Waberi, pour dire que on connaît même M. Ismaël Omar Guelleh, lorsqu'il était chef de la sécurité, qu'il avait organisé lui-même un simulacre d'attentat contre sa propre personne, qui lui a permis à l'époque déjà d'émerger. Absolument. Il a survécu forcément. Il a survécu absolument. et donc un simulacre, et ce qui a permis à l'époque de condamner des opposants, dont certains sont morts et d'autres aujourd'hui sont toujours vivants. Et donc c'est la raison pour laquelle quand même beaucoup de gens un peu, pour le moment, doutent un peu de ce qu'ils ont raconté. Donc vous continuez à douter, en tout cas. Absolument. Alors, le lundi dernier, le chef de l'État, justement, le chef de l'État djiboutien avait parlé, je cite, d'un attentat criminel dirigé contre Djibouti et qui était, selon lui, un acte de, je cite, de réaction violente à notre participation au processus de stabilisation et de sécurisation de la sous-région. Alors, il a précisé que cet acte de terrorisme aveugle ne remettra pas en cause notre détermination à lutter avec la communauté internationale contre ce fléau. Alors, manifestement, quand on lit ce communiqué, qui est intervenu, il faut le dire quand même, Abderrahmane Waberi, 3 jours après l'attentat, parce que, voilà, manifestement, les autorités n'étaient pas très pressés, en tout cas, le président n'était pas pressé de faire un communiqué. Et je précise également que le document qui nous est parvenu par Internet indiquait, a été daté plutôt du 27 mai, et le communiqué disait l'attentat qui a eu lieu hier, c'est-à-dire le 26 mai. Or, l'attentat a eu lieu le 24. On a l'impression aussi qu'il y a une confusion au sommet de l'État. Enfin, manifestement, les autorités n'avaient aucun doute sur l'origine de l'attentat, ni sur ses auteurs, quand on lit le communiqué. Oui, non, mais ce que disait Mohamed Kadam, il y a une demi-douzaine au moins d'attentats jamais élucidés à Djibouti, d'une part. D'autre part, je voudrais dire aussi que même si je ne suis pas un représentant officiel de l'opposition, l'USN a condamné de même que le FRUD. Donc l'opposition djiboutienne à l'adresse de la communauté internationale est responsable et prend ça au sérieux. Nous discutons à l'intérieur de Djibouti en faisant notre histoire. Vous voyez, l'occasion nous permet aussi de discuter à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de la communauté djiboutienne, qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir, en disant qu'il y a eu ça hier, il y a eu ça aujourd'hui, je te crois pas. Vous voyez, c'est juste les deux niveaux. Donc, soyons, la suspicion, elle n'est pas au niveau des responsables. La condamnation a été faite et les victimes ont été saluées et honorées, on va dire, dans un premier temps. Alors, vous avez raison, Francis, de souligner un certain nombre de couacs qui ont suivi non pas les heures, mais les jours d'après cet attentat. Par exemple, même dans la journée, dans la soirée, pendant de longues heures, la RTD, la radio-télévision nationale, faisait un reportage sur l'Islande. Ah oui, d'accord. Sur l'Islande, avec la petite musique qui va avec, n'est-ce pas? D'accord. Et il s'était rien passé. À moins de un demi-kilomètre, qu'est-ce que j'ai dit? À 300 kilomètres, à 300 mètres, vous avez un poste de police. Alors, les services les premiers arrivés sur le lieu étaient des services français. Donc, le gouvernement djiboutien ne s'est réveillé qu'après minuit. Donc, il y a un certain nombre de couacs qu'on dénonce et qui, de notre point de vue, par exemple, moi, en tant qu'activiste des droits de l'homme, m'inquiète. Le pouvoir djiboutien a passé beaucoup de temps à courir derrière des petits garçons qui manifestaient au lieu de s'occuper de la sécurité de l'État. Donc, en protégeant les biens et les personnes djiboutiennes, mais aussi les autres, puisque nous avons une vocation apparemment à accueillir des hôtes étrangers, qu'ils soient américains, français, japonais, espagnols, turcs. Il y avait beaucoup de gens qui circulent à Djibouti pour la protection du monde internationalement. Donc, l'État djiboutien, la dictature djiboutienne, a comme première responsabilité de protéger la sécurité de toutes les personnes qui vivent à Djibouti. Tout à fait, oui. On va continuer d'en parler dans ce grand débat et on verra que voilà, la lutte contre le terrorisme devient désormais, dans le discours officiel en tout cas, la priorité de l'État djiboutien. On va essayer de comprendre pourquoi et si justement cet attentat ne va pas masquer, je dirais, la situation politique critique que le pays connaît depuis plusieurs mois. Ça sera également, on vous soumettra ça, chers invités, on soumettra ça à vos analyses et commentaires, et bien entendu. Restez avec nous, nous revenons après la pub. À tout de suite. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Attentat terroriste à Djibouti sur fond de crise politique. Nous en parlons avec nos invités. Abderrahmane Waberi, écrivain. Dernier roman paru, Passage des larmes aux éditions Jean-Claude Lattès. Maître Abdilali Zakaria qui nous a rejoint. Bonsoir maître. Bonsoir. Président de la Ligue djiboutienne des droits humains, député de l'USN, Union pour le salut national, la coalition des partis de l'opposition djiboutienne. Et Mohamed Kadami est avec nous en studio ici également, membre de l'amicale panafricaine, président du Front pour la restauration de l'unité et la démocratie. Alors je disais juste avant la pub, Abderrahmane Waberi, voilà, on sent monter dans le discours officiel comme ça l'idée du pouvoir de mettre la lutte contre le terrorisme désormais, je veux dire, avec cet attentat, au cœur des priorités de l'État.
Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que, comme cet attentat intervient, on l'a dit, sur fond de crise politique, est-ce qu'on peut imaginer comme ça une sorte d'union sacrée de l'opposition du pouvoir face justement à ce fléau qui est montré aujourd'hui comme le fléau numéro 1 qui menacerait l'équilibre de Djibouti? Justement, c'est les pièges que nous devons éviter. Parce que nous, de l'opposition, nous parlons pour les intérêts du peuple, n'est-ce pas? Donc, si les pouvoirs vendent Djibouti comme une vitrine contre le terrorisme, soit. Mais il faut d'abord que, par exemple, les retombées économiques qui viennent de l'allocation des bases, de la présence des forces étrangères à Djibouti, soient aussi atteignent aussi les gens, n'est-ce pas? Si à Djibouti aujourd'hui nous n'avons pas l'électricité et l'eau courante dans la journée, qu'est-ce que ça me fait qu'il y ait, n'est-ce pas? La question est de savoir si l'attentat de samedi dernier, et là je m'adresse à Mohamed Kadami, va être considéré par les Djiboutiens comme un acte, je dirais, isolé, même s'il est dramatique, ou si il devient, je veux dire, le symptôme d'une menace constante contre le pays. Alors à ce moment-là, le pouvoir pourrait réclamer une sorte comme ça de mise en place d'état d'urgence et considérer que aujourd'hui la priorité est de lutter contre ce fléau et cette lutte contre le terrorisme deviendrait le souci constant de tous les Djiboutiens. À ce moment-là, vous en tant qu'opposition, vous serez bien embêtés, quoi. Je pense qu'on n'est pas embêté parce que ce pouvoir-là qui dure quand même depuis 36 ans et les dernières élections l'ont démontré. Enfin, c'est un pouvoir ultra minoritaire. Enfin, moi, je peux d'autant plus le dire que moi, je fais pas partie de la coalition qui a gagné l'élection en février 2012. Donc, à partir de ce moment-là, cette opposition-là a été, a été laminée, a été réprimée, et donc n'a plus le moyen aujourd'hui d'exercer ses prérogatives. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ce pouvoir-là a refusé tout dialogue, tout compromis. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à un compromis. Ça, il a raté combien de fois des coches? C'est-à-dire, depuis combien de fois on lui a tendu la main, c'est impossible. Donc, il est dans une structure mentale vraiment sécuritaire, le tout sécuritaire. Et parce qu'il a organisé le tout sécuritaire contre l'opposition, que, effectivement, ces genres de choses peuvent se passer aujourd'hui. Et donc, la seule chose, enfin, s'il y a une sortie des crises, effectivement, il y a une crise. Effectivement, l'opposition, de son côté l'USN, de l'autre côté le FRUD, bien sûr, propose une sortie des crises. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y ait un dialogue national ouvert, qu'il y ait, par exemple, une transition, parce que c'est un régime, finalement, qui a atteint ses derniers retranchements. Donc, il faut une sortie des crises, mais dans un dialogue et une transition apaisée pour que dans ces pays-là, il n'y a plus de chaos. Non, en fait, l'idée que sous-tend ma question, c'est de savoir si finalement, évidemment, je fais de mauvais esprit un peu, très peu d'ailleurs, est-ce que cet attentat ne tombe pas, je dirais, à point nommé, est-ce que ça ne tombe pas bien pour le pouvoir qui va pouvoir dire désormais, nous avons aujourd'hui un ennemi commun, c'est le terrorisme, ce sont les Chebabs, donc mettons-nous tous ensemble, pouvoir comme opposition, pour nous concentrer sur cette lutte contre le terrorisme. À ce moment-là, par exemple, le dialogue politique est engagé avec le pouvoir serait définitivement enterré, Ouaberi. Mais encore faut-il avoir une légitimité, voyez-vous, c'est ce qu'on lui conteste, ce que les Djiboutiens ordinaires lui contestent à ses pouvoirs, c'est de les représenter, voyez-vous. Donc dès lors qu'il n'a pas la légitimité ou que sa légitimité est émoussée de plus en plus, il ne peut pas mobiliser. Donc il essaye rhétoriquement, mais dans la réalité, ça marche pas. Alors ce que nous on propose, c'est quoi? C'est qu'il y ait plus de cohésion. C'est le fait que associer la population à la gestion du pays va permettre même à ces mêmes pouvoirs de défendre mieux les frontières. Voyez-vous, s'il y a une cohésion nationale, la République de Djibouti sera plus forte, qu'elle soit à l'intérieur ou en dehors du pouvoir. Donc c'est ce qu'on souhaite. Mais maintenant, on a un pouvoir qui est schizophrène et qui parle tout seul. Maître Abdelali Zakaria, alors vous êtes président de la Ligue djiboutienne des droits humains. Vous avez été plusieurs fois malmené par le pouvoir djiboutien, on le sait. Et alors, les Chebabs, qui ont revendiqué l'attentat de samedi dernier, condamnent l'accord qui vient d'être signé entre Djibouti et les États-Unis pour la présence militaire américaine sur le long terme, dit-on, à Djibouti. Alors, avec une telle revendication, Ismaël Omar Guelleh, le président djiboutien, pourrait désormais compter sur un soutien accru des États-Unis à son régime, non? Merci d'abord de m'avoir invité, de m'avoir permis de pouvoir m'exprimer aux côtés de mes deux compatriotes ici à Paris. Je crois que en ce qui concerne l'attentat, je répondrai à votre question. Les deux Djiboutiens se sont largement prononcés. Malheureusement, nous avons peur parce qu'en tant que la Ligue djiboutienne de droits de l'homme et en tant qu'avocat aussi, la Ligue condamne avec la plus grande fermeté cette lâcheté, cet attentat lâche. Faut-il rappeler encore que Djibouti est une république laïque
d'où il n'y a pas de place pour un islamisme qui dessert l'islam. Donc c'est la raison pour laquelle nous voulons pas que le régime utilise comme prétexte pour instaurer un état de siège qui est déjà là, parce que nous sommes dans un état de siège. Donc c'est pour éviter, c'est-à-dire aujourd'hui interdire toute liberté publique. Donc le régime peut se prévaloir de ces attentats ou assez lâches, malheureusement, dont mes compatriotes se sont largement prononcés et que la Ligue condamne encore une fois ce comportement. C'est vrai qu'il y a une faillite. C'est vrai que Abdelrahman Ouabri l'a bien rappelé. Aujourd'hui, les régimes courent derrière des jeunes qui revendiquent les libertés et qui manifestent contre la misère à Djibouti et au détriment de la sécurité du pays. C'est-à-dire, vous avez bien souligné que à 2 pas, mon bureau aussi, à moins de 100 mètres, hein, là où il y a eu l'attentat. Et c'est vrai qu'il y a une présence policière extrêmement importante. Mais elle est là, pour qui? Pour les militants de droits humains et les militants de partis politiques qui ne sont pas avec le régime. Voilà la réalité, malheureusement. Et quelque part, peut-être le président djiboutien peut se targuer de dire que voilà, moi, j'ai le satisfecit, entre guillemets, du gouvernement américain parce qu'on a augmenté le loyer. C'est malheureux, quelque part. Et donc, est-ce que, comme vous le dites bien, est-ce que c'est tombé à point nommé? Quelque part, oui. Et ça dessert aujourd'hui les défenseurs de droits humains et les hommes politiques internes aujourd'hui à Djibouti. Alors, selon un haut responsable de la Maison Blanche, l'accord pour ce nouveau bail américain sur le sol djiboutien prévoit donc qu'il courra sur 10 ans contre un loyer de 63 millions de dollars par an. Il faut dire que voilà, une dépêche qui a suivi la visite du président Omar Guelleh à la Maison Blanche et qui dit que Barack Obama a exprimé sa reconnaissance à son homologue Omar Guelleh pour avoir accepté une présence à long terme des militaires américains dans son pays. Alors, ma question est celle-ci, Maître Abdelali Zakaria. Est-ce que ce genre d'accord est préalablement soumis à l'appréciation des représentants du peuple djiboutien, notamment au Parlement, avant que M. Omar Guelleh fasse la démarche auprès des Américains? Je vais répondre assez rapidement à Djibouti. On ne consulte jamais la représentation nationale. Oui. Et pour cause. Ce sont quand même des accords qui engagent la souveraineté nationale. Oui, mais c'est un régime monolithique. C'est un seul parti, un seul gouvernement, un président qui est président de la République, chef de gouvernement, chef du Parlement, chef de l'appareil judiciaire. Il n'a pas à consulter. Il y a une faillite. C'est un régime qui n'existait pas au XXIe siècle. On est le seul à être soumis à ces régimes. Donc, personne n'a été consulté. La représentation nationale et faire de la figuration. Ça s'arrête là. On va marquer une pause, on continuera d'en parler évidemment. Juste après la publicité avec nos invités, Abdelrahman Ouabri, Maître Abdelali Zakaria et Mohamed Kadami qui voulait, je crois, réagir, prolonger le propos de Abdelrahman Ouabri, mais vous le ferez juste après la pub et très amplement. À tout de suite. Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Attentat terroriste à Djibouti sur fond de crise politique avec nos invités Abdelrahman Ouabri, Maître Abdelali Zakaria, Mohamed Kadami. Nous essayons de comprendre les circonstances de cet attentat et surtout ses conséquences sur la situation politique intérieure de Djibouti, sachant que ce pays est confronté à une crise politique interminable, dirons-nous, depuis plusieurs mois. Mohamed Kadami, vous vouliez réagir? Oui, en tout cas, cet attentat est en train de révéler quoi malgré le fait qu'on dit de Djibouti, c'est les porte-avions occidentales. Cet ancien confetti d'empire, finalement, il fait partie de la Corne d'Afrique. Donc, brutalement, on nous met devant le fait qu'on est partie intégrante de la Corne d'Afrique. Et moi, je pense que même c'est une crise qui s'aggrave par rapport à la crise interne. C'est une crise très exacerbée qui est en train de se faire. Et je pense que c'est peut-être même pour l'opposition et même pour la société civile, c'est beaucoup plus, j'allais dire, c'est aujourd'hui proposer la sortie des crises parce que à un moment donné, il y avait un tête-à-tête avec cette dictature. Donc, dernière semaine, d'ailleurs, il y avait une espèce d'escalade dans la répression, là où les policiers en civil, c'est-à-dire il attaquait à armes à balles réelles, et donc il y a eu des blessés, et donc c'est venu un moment où vraiment la situation était dans une escalade répressive. Et là, je pense que ce n'est plus le tête-à-tête entre la dictature et les opposants djiboutiens, mais ça devient à dimension régionale, à dimension nationale, internationale. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'actuellement, l'opposition a quelque chose à dire, a quelque chose à proposer pour la sortie des crises. Et effectivement, en ce qui nous concerne, nous allons proposer à toute l'opposition qu'il y ait une conférence, qui prépare la transition, parce que finalement, ce régime de 36 ans est finalement
n'a plus de ressources pour rebondir. Tout le monde le voit parce que c'est une pétaudière à l'intérieur de ce régime et tout le monde sait aujourd'hui que il y a pas deux ministres qui s'entendent. C'est les rivalités exacerbées. D'autant plus que ce monsieur, à un moment donné, a déclaré au Jeune Afrique qu'il ne se présenterait plus en 2016, ce qui est problématique, mais en tout cas, ça a permis déjà certaines vocations au niveau présidentiel. Et donc, aujourd'hui, on est dans une pétaudière à Djibouti. Est-ce que quelqu'un y croit, ça, à Djibouti? Je pense que les ministres, ou en tout cas les gens qui sont ambitieux, ils croient, parce que à un moment donné, ils pensent que il y a aussi la fatigue, politique, la santé de ce monsieur qui laisse à désirer, et tout le monde le sait aujourd'hui. Et la guerre de succession a commencé dans le clan du pouvoir. Dans le camp du pouvoir. Il y a une espèce de rivalité exacerbée, et d'ailleurs, ça se voit entre le directeur du cabinet de la présidence et la première dame, entre le ministre de la justice et le ministre des finances. Ils sont à couteau tiré. Il y a rien qui marche, tout est bloqué. D'accord. Et pendant ce temps-là, la population vraiment, il crie famine dans certaines régions et même dans la capitale. On dit que nous avons beaucoup de mal à inviter des représentants du pouvoir djiboutien. Personne ne répond à nos invitations. C'est comme si personne ne voulait parler au nom du pouvoir. Et pourquoi à part Omar Guelleh qui donne des interviews dans les journaux, mais il y a personne qui veut le représenter devant le micro. Francis, vous savez qu'à Djibouti, un fonctionnaire, pour saluer une personnalité, il faut demander l'aval du chef. Ah, c'est pour ça. Donc, vous pensez que je vais, vous pensez en journaliste normalement constitué, je vais appeler un ministre, il va répondre à mes questions. Ben non, vous vous trompez. Vous connaissez pas la situation djiboutienne. Abderrahmane Ouabiri, j'essaie de comprendre avec vous, justement. Avec vous, j'apprends de plus en plus sur la situation djiboutienne. Merci à nos amis sur facebook.com/le grand débat. Benamé Sodufiou qui nous envoie un message. Question plutôt, il pose quelques questions. Qui finance le groupe terroriste Al-Shabaab, dit-il? Qui est leur idéologue? Qui les entraîne? Qui leur fournit la logistique? Quels sont leurs objectifs? Sont-ils un groupe constitué d'idiots utiles pour déstabiliser la corne de l'Afrique? Très bonne question, Benamé Sodufiou. Évidemment, nous ne répondrons pas à toutes ces questions dans ce grand débat, mais ce sont des questions utiles et qui contribuent évidemment à ce débat. Alors, messieurs, après l'attentat, le ministère français des Affaires étrangères avait parlé de menaces terroristes réelles, ce qui avait amené d'ailleurs certains opposants djiboutiens à reprocher à la France d'aller un peu vite en besogne. C'était bien avant la revendication des Chebab hier. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre aussi à un renforcement du soutien de la France au régime djiboutien au nom de la lutte contre le terrorisme, maître Abdilali Zakaria? Il est difficile quand même que la France, elle est présente non seulement à Djibouti, mais aussi quelque part avec le possibilité de l'armée française en Somaliland, qui est quand même une espèce de tampon de ces jeunes dits les Chebab, quoi. Et malheureusement, peut-être la France aujourd'hui va essayer de renforcer encore une fois, de plus en plus, la sécurité pour non seulement pour les intérêts français stratégiques, et donc, aussi pour le régime, quoi. Malheureusement, pour le régime qui va en bénéficier. Et donc, il faut savoir aussi quelque part que je sache que la Somalie, qui est en difficulté depuis plus de 23 ans, ne fabrique pas des armes. Ces jeunes Chebab, complètement allumés, mais ils reçoivent des armes, ils reçoivent de dollars. Mais de qui? Ça passe par où? Il y a une réalité aussi, quelque part, qu'il faut se poser. Donc, quelque part, les puissances étrangères, les puissances occidentales savent qui finance, qui fournit les armes. Parce que les constructeurs des armes, ce sont les Occidentaux, c'est pas les Africains. Vous avez répondu un peu à la question de Benamé Sodufiou d'ailleurs, parce que ce que vous dites justement confirme, c'est une réponse à une des questions de Benamé Sodufiou. Finalement, je veux dire, quand on observe, je veux dire, le mécanisme de la vie politique à Djibouti aujourd'hui, manifestement les Chebab sont effectivement devenus les idiots utiles finalement du régime de Omar Ismail Guelleh. C'est quelque part vrai. Il y a aussi un peu de la provocation du régime aussi, à envoyer quand même de jeunes Djiboutiens à Mogadiscio. Est-ce que c'était vraiment nécessaire pour la République de Djibouti? Je ne crois pas. Ah, donc vous êtes plutôt critique à l'égard de la contribution djiboutienne à la mission. Par rapport à ça, parce que c'est une provocation. Oui. Et il faut savoir aussi, parce que les Chebab, ce sont des Somalis. Djibouti, et beaucoup de Djiboutiens parlent Somali. Oui. Donc c'est perméable. Donc ça facilite un peu les échanges, quoi. Et donc là, peut-être le fait que Djibouti devrait s'occuper de la misère des Djiboutiens au lieu d'aller à Beledweyne. Oui, mais Ismaël, Omar Guelleh vous répond finalement, nous participons plutôt au processus de stabilisation, de sécurisation de la sous-région. C'est la contribution militaire djiboutienne y compris, quoi, notamment à travers la force AMISOM, donc qui intervient en Somalie pour avec l'Union africaine, avec l'ONU notamment. Donc vous considérez que le Djibouti devrait se retirer de la mission? Je devrais non seulement se retirer, mais Djibouti devrait s'occuper du respect des droits humains
et s'occuper de l'économie du pays au lieu de aujourd'hui dire qu'on va s'occuper des problèmes de Mogadiscio. C'est pas vrai. Les Somaliens, ils vont résoudre les problèmes. Est-ce que de point de vue, je veux dire, de la réalité géopolitique, Djibouti peut se détourner du problème somalien? Djibouti n'a pas les moyens de s'occuper des choses qu'elle ne devrait pas s'occuper. Et la réalité, elle est là. La réalité est en train de la rattraper. Donc Djibouti est protégé par les États-Unis, par la France. Djibouti n'a pas besoin d'envoyer des troupes à Mogadiscio. C'est inutile. Abderrahmane Ouaberi. Non, bien sûr, je seconde ce que dit Maître Zakaria, mais provocation pour provocation, vous savez, les autorités poussaient même le bouchon plus loin. Ils s'étaient engagés à envoyer des troupes en Centrafrique. Donc vous voyez, tout d'un coup, nous faisons même pas 1 million et nous avons des armes à exporter, des soldats Djibouti à exporter. a autant de moyens, avec une population justement aussi modeste pour envoyer des soldats un peu partout en Afrique. On est dans ces délires-là. Alors qu'il n'y a pas très très longtemps, à la faveur, ou je disais, à la suite d'une malheureuse période de pluie, une partie de l'armée djiboutienne a été balayée et c'était les soldats français qui ont sauvé les soldats djiboutiens. Donc voyez-vous, les soldats djiboutiens ne mangent même plus à leur faim et les autorités prétendent qu'elles vont gérer les affaires et stabiliser la région dans le fin fond de la Somalie ou dans la forêt en Centrafrique. On se moque de qui? Alors, pardon, Mohamed Kadami. Oui, tout simplement pour dire que, en tout cas, cet attentat, s'il est d'origine régionale, ça révèle que, quelque part, la question somalienne n'est pas encore réglée. Et ce n'est pas à Djibouti, avec ses 1000 soldats ou 900 soldats, et qui vont résoudre cette question-là. Et d'ailleurs, derrière pas les Kenyans qui diraient le contraire. Parce que les Kenyans, évidemment, reçoivent évidemment. Et derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est un problème pécunier. Parce que l'argent qui est payé, par exemple, pour ces soldats-là, sont à 90% pris par les couples, ou en tout cas par le noyau du président. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils sont payés ce qui est 120 000 francs Djibouti, alors qu'ils devaient recevoir dans les 600 000. Ah, ils sont mal payés en plus. Absolument. Ils sont payés. Et c'est cette raison-là qui fait que, et donc, cela nous amène quand même à la question de la Corne d'Afrique d'une façon générale, à laquelle il faut trouver une solution. Mais la meilleure façon de résoudre les questions de la Corne d'Afrique d'une façon générale, c'est d'abord de résoudre cette question de 23 000 km². Moi, j'appelle ça résoudre la question de Sadaï et de Debné avant de Wabi Chebele ou autre chose. Parce que c'est 800 000 habitants, c'est 23 000 km², c'est l'espace de cohabitation des Afars et des Somalis avec une minorité arabe assez active. Donc, c'est là où je pense que aussi bien les Occidentaux, la France, les États-Unis et les autres peuvent aussi montrer en tout cas leur savoir-faire concernant la démocratie. Ce n'est pas difficile. Ces pays-là, ce n'est pas l'Éthiopie, ce n'est pas le Zaïre. Donc, je pense qu'on doit se concentrer actuellement à la question djiboutienne. Donc, résoudre la question de la démocratie à Djibouti, de la représentation de Djibouti, et même en même temps de la question de la santé, parce que pas plus tard qu'il y a même 3 ou 4 mois, il y avait 1000 morts pour question de paludisme. Alors que 8 millions de dollars de fonds mondiaux ont été détournés par un ministre de la Santé qui aujourd'hui se trouve comme ambassadeur en Chine. Donc c'est le Fonds mondial d'ailleurs qui a fait une plainte contre Djibouti pour le détournement de 8 millions c'est un crime contre l'humanité. Ces choses-là, c'est incroyable. Il y a même pas 2 mois, 1000 morts de paludisme. Donc c'est pour vous dire que vraiment, on doit se concentrer sur la question djiboutienne. Et je crois que la balle aujourd'hui, c'est dans le camp de l'opposition. Et l'opposition, il doit sortir par le haut. Moi, je pense qu'il doit y avoir une conférence nationale pour l'opposition qui, une fois arrivé à un consensus, même proposer aux partis aujourd'hui qui sont au pouvoir, enfin aux partis même qui sont des satellites, qui sont écrabouillés, de penser à organiser une transition, parce que ces régimes-là, je pense que n'est plus apte aujourd'hui à résoudre la question djiboutienne. Alors, il faut aussi se pencher sur l'état d'esprit du pouvoir, parce que Mahmoud Ali Youssef, ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, après cet attentat, a déclaré que le gouvernement a entrepris un renforcement de la sécurité. Il a déclaré, je cite, « Nous avons rehaussé notre niveau d'alerte, nous avons multiplié les mesures de sécurité, nous coordonnons ces activités de surveillance et de sécurité avec aussi bien les forces étrangères présentes à Djibouti qu'avec les services de renseignement des pays de la région, l'Éthiopie, le Yémen, la Somalie, à fin de citation. » On voit bien que le ton est donné, c'est-à-dire que tout à l'heure, Maître Abdelali Zakaria parlait d'état de siège. Là, on voit bien que dans un tel climat, le pouvoir va forcément reléguer au second plan et même évacuer la crise politique dont on parle depuis plusieurs mois à Djibouti. Et ce n'est pas encore demain que pourrait reprendre un dialogue entre pouvoir et opposition, Maître. Absolument. Malheureusement, à Djibouti, la répression, le harcèlement, les arrestations et les détentions arbitraires continuent. On le sait depuis le 1er mai.
Des centaines de personnes ont été arrêtées, des enseignants, des professeurs, des mineurs. Daher Ahmed Farad, vice-président de l'USN, la coalition de l'opposition, a été encore arrêté jeudi dernier pour une énième fois. Et vous aussi, vous avez d'ailleurs été arrêté à maintes reprises. Vous avez eu au téléphone entre deux arrestations, si je puis dire, ici dans le grand débat. Oui, absolument. Malheureusement, c'est l'escalade. Malheureusement, quelques jours avant cet attentat, oui, Daher Ahmed Farad, connu sous le diminutif de DAF, a été arrêté pour la 16e ou 17e fois pour de prétendus délits de militantisme. Parce que comment on peut poursuivre une personne elle incite le jeune à manifester? Ce n'est pas un délit, ça relève de l'imagination de la République de Djibouti. Les gens sont arrêtés et libérés sans procès, c'est ça? Ouais, absolument. Oui. Et le problème, c'est que il y a une gamine de 16 ans, mineure, qui est en classe de seconde, qui est détenue depuis bientôt un mois. Son affaire a été renvoyée pour le 2 juin, c'est-à-dire d'ici 3 jours, elle va passer devant le tribunal pour mineurs. Alors qu'elle n'a pas bénéficié le minimum du droit le plus élémentaire, à savoir qu'étant mineure, elle devrait être assistée par ses parents. Ça n'a pas été le cas. Être assistée par un médecin ou un avocat de son choix. Je me suis déplacé moi-même devant la brigade. On m'a refusé de pouvoir l'assister, alors qu'elle a que 16 ans. C'est ça qui est malheureux. On est en train de monter une affaire contre Daher pour trouver le moyen, parce qu'ils se disent, oui, ça fait à peu près quelques mois qu'il n'a pas été incarcéré, il faut trouver le moyen de l'incarcérer. Là, son affaire, la liberté provisoire lui a été refusée, il est passé mardi dernier, et donc l'affaire est renvoyée aussi devant le même tribunal le 3 juin. Fort heureusement, je repars le 30, donc je serai là-bas pour l'assister. Et là, c'est une réalité, il n'y a pas que Daher, il faut savoir que tous les jours, des jeunes sont arrêtés. Il faut savoir aussi, faut-il encore rappeler l'escalade, c'est l'Arhiba, ce quartier paisible. Malheureusement, qui fêtait du mois commémoré l'accord de paix qui a été signé, qui malheureusement n'a pas été respecté. Et en guise de réponse, une centaine de femmes et d'hommes ont été arrêtés. De majorité des femmes. Une de ces femmes a été quand même, a eu le 2 bras cassés. Aujourd'hui, quelque part, détenue. Le lendemain, avec la provocation la plus scandaleuse, c'est à balles réelles que un certain Kako et Aden comment dirais-je, excusez-moi parce que là je commence à perdre mon latin, et le garde du corps du ministre de l'Intérieur se déplace avec ses armes, tire à balles réelles. Personne n'a été inquiété. Ah oui. Il est en danger, monsieur Kako est en danger. D'autres ont été blessés, d'autres ont été arrêtés. Il faut savoir qu'il y avait aussi un habitant d'Arhiba qui a été arrêté, relaxé, parce qu'il était poursuivi par le ministre de l'Intérieur. Il a été relaxé par le tribunal. À la sortie, il a été arrêté. Il a été détenu pendant 17 jours dans une prison privée qui s'appelle Nagad. C'est ça qu'il faut savoir, le non-respect du minimum de droit à Djibouti. Il a été détenu et déféré devant la cour d'appel, excusez du peu, avec les gardes du corps du ministre de l'Intérieur, devant la cour d'appel. C'est-à-dire, il n'était pas déféré par les agents pénitentiaires, parce qu'il s'agit de Nagad, et j'ai demandé à la cour de poser la question d'où est-ce qu'il vient. Et ils lui ont posé la question, on vient de Nagad. J'ai dit que je sache, Nagad n'est pas une prison. Voilà la réalité de non-respect des droits humains à Djibouti. Et ce monsieur, Chehem, fait l'objet toujours, maintenant il fait l'objet, le ministère public a demandé un mandat d'arrêt avec 6 mois d'emprisonnement ferme, alors qu'il avait bénéficié de 2 fois de relax devant le tribunal correctionnel. Voilà, malheureusement, la réalité que nous vivons à Djibouti, et c'est mon quotidien. Et il y a un refus catégorique que l'avocat assiste les personnes qui le demandent, alors que c'est garanti à la fois par la Constitution et le Code de procédure pénale djiboutien. Jours ordinaires à Djibouti. Donc, nous revenons après la pub. À tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Attentat terroriste à Djibouti sur fond de crise politique. Nous en parlons avec nos invités, Abderrahmane Ouaberi, Maître Abdilali Zakaria et Mohamed Kadami et tous nos amis sur facebook.com/le grand débat. Quelques messages qui nous sont parvenus. Message de député Doualé Egué Oflet qui nous écrit: le problème n'est pas l'aide des Occidentaux, mais la mise en place d'une politique sur la sécurité à Djibouti. Lors de l'attentat de la Chaumière, du restaurant La Chaumière, dit-il, la police, les pompiers et le gouvernement sont venus 55 minutes après l'attentat, alors que les services français et américains étaient là 10 minutes après. Le gouvernement est incapable de gérer une population de moins d'1 million d'habitants, dit-il. Dictateur Ina Omar nous écrit également: l'attentat au Parlement en Somalie
a été revendiqué le même jour que par les Chebabs. Alors comment se fait-il que les Chebabs revendiquent l'attentat de Djibouti 3 jours après 3 jours après. Et Kidar Saleh qui nous salue. Comment se fait-il que monsieur Zakaria Abdilali soit le président de la Ligue des droits de l'homme, la Ligue djiboutienne des droits de l'homme, et a participé à la campagne législative djiboutienne en février 2013. Monsieur Zakaria était le 7e sur la liste des candidats législatifs des opposants. Comment est-ce qu'une personne se disant représentant des droits de l'homme est liée à la FIDH et participé à une campagne politique en se présentant? Le conflit d'intérêts est-il pris en considération par M. Zakaria Abdilali? Vous allez peut-être lui répondre, maître, Kidar Saleh précise que c'est un scoop pour Africa numéro 1. Pas tout à fait, parce qu'on sait que vous êtes avocat, vous êtes également homme politique et évidemment président de la Ligue djiboutienne des droits humains. Est-ce qu'il y a conflit d'intérêts? Absolument pas. Il faut savoir que j'ai participé effectivement à ces élections législatives parce qu'on était pour l'alternance et je suis président de la Ligue djiboutienne des droits humains. Et effectivement, pour le moment, il n'y a aucune incompatibilité dans la mesure où je n'ai jamais siégé au Parlement monolithique du système de IOG. Voilà la réalité. Pour le moment, je n'ai pas encore siégé. Donc, je ne peux pas, il n'y a pas d'incompatibilité. Là, je reste. Est-ce que vous quitteriez vos fonctions de président de la Ligue djiboutienne des droits de l'homme dès lors que vous siégerez au Parlement? Absolument. Mais je ne crois pas, je ne compte pas siéger. Mais dans tous les cas, absolument, c'est le jour où je vais siéger, je vais opter pour le mandat politique. Là, je quitterai absolument. Vous ne croyez pas que vous siégerez tant qu'il y aura ce régime en place? Je ne crois pas parce que là, il y a pas de dialogue, il n'y a rien. Donc moi, je préfère me concentrer quand même que lutter en ma qualité que j'ai l'habitude de faire, défenseur des droits humains. Messieurs, prenez vos casques, on va écouter quelques auditeurs à qui je demande d'être bref parce qu'il nous reste très peu de temps et on va ensuite passer aux conclusions avec nos invités ici en studio. Nous allons commencer par écouter monsieur Ahmed Hachin Loïta, qui est membre de l'USN en France d'ailleurs, la coalition des partis d'opposition de Djibouti. Ahmed Hachin Loïta, nous vous écoutons. On ne vous entend pas, mon cher Jérémy Djibis-Boucher, le son n'est pas tout à fait au point. Alors, on ne vous comprend pas. Alors, je vais passer tout de suite au deuxième auditeur. Ensuite, on va reprendre M. Ahmed Hachin Loïta. On écoute Souleymane. Souleymane, bonsoir. Bonsoir, M. Aloupo, et je salue vos invités sur le plateau. Merci. Et j'aimerais, à travers un bref comment dirais-je, aperçu, vous donner mon point de vue. Je voulais dire qu'aujourd'hui, la situation qui se passe à Djibouti, c'est écœurant. Pourquoi? Parce que, au nom du sacro-saint principe de lutte contre le terrorisme, la communauté internationale donne un béni oui à ce président dictateur qui est au pouvoir depuis un bail. Et ce n'est pas normal. Et je vois que la situation des attentats qui se passent en Somalie, à Djibouti, et ainsi de suite, dans cette côte de l'Afrique, profite à ce régime qui est en place. Et le jour que ce monsieur partait du pouvoir, on saura beaucoup de choses à Djibouti. Parce que c'est quand même incompréhensible qu'aujourd'hui, au nom de ce principe de lutte contre le terrorisme, à cause des Chebabs, les États-Unis donnent les avals à ce monsieur qui est encore au pouvoir. La France aussi, qui suit que toujours les suiveurs des Américains, c'est quand même inconcevable. Je félicite l'action que mène ce monsieur, qui est le président de la Ligue des droits humains à Djibouti, de continuer le combat parce que sans vous, on ne peut pas entendre ce qui se passe dans des pays qui sont martyrisés par des dictateurs. Je vous remercie. Au revoir. Nous vous remercions, nous, Souleymane. Merci infiniment. Est-ce qu'on peut prendre maintenant à l'antenne Ahmed Hachin Loïta? C'est possible ou pas? Bon. Oui, non, on peut pas. Alors, on va passer aux conclusions. D'ailleurs, c'est très bien. Il nous reste à peine 5 minutes d'émission. On va faire un tour de table. Je vous pose une question à vous tous, messieurs. À quoi ressembleront les jours d'après l'attentat du 24 mai, Abderrahmane Ouaberi? Écoutez, d'abord, Francis, merci de nous avoir donné la parole et d'avoir permis à Djibouti encore d'être traité comme matière d'information. Je pense que, comme nous l'avons dit tout au long de cette heure, le gouvernement djiboutien, la dictature djiboutienne est au bout du rouleau. Je souhaiterais, moi, à titre personnel, que, comme l'avait dit M. Kadami aussi, que cet attentat, en tout cas ces malheureux événements, puisse donner l'occasion d'une récomposition à Djibouti, que l'opposition saisisse cet événement, que la communauté internationale sorte, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle le réel politique, c'est ce que j'appellerais moi la paresse intellectuelle, que les États-Unis, les Français et les autres sortent de cette paresse politique et regardent l'intérêt des gens. Dès lors que l'intérêt des gens sera sauvegardé, la question de la sécurité sera elle-même sauvegardée. Je remercie la personne qui avait d'une manière émotionnelle parlé avec cette voix, et je pense que souvent on oublie l'intérêt du peuple au détriment, n'est-ce pas, des intérêts, des arrangements stratégiques et des hommes forts
nous on dit que les hommes forts passent, le peuple reste. Merci Abdelrahman Ouaberi. Mohamed Kadami. Oui, d'abord, mes pensées à tous ces amis là qu'on met en prison chaque fois qu'ils manifestent, et particulièrement là notre ami Zahir Ahmed Farah qui a été emprisonné encore pour la 17e fois. Et d'autant plus que on s'est connus d'abord en prison à Gabot, donc j'ai une certaine émotion à en parler de ça. Et en même temps, je pense que sachant que le mois d'août ou le mois de juin, juillet, août est quelque chose de terrible à la prison des Gabot, j'ai l'impression qu'on veut le maintenir pendant cette période-là en prison à Gabot. Et je crois que c'est fait à dessein. Et d'ailleurs sous un prétexte tellement ridicule. Et en même temps, il rejoint là-bas les trois éléments, quand même, les trois oulémas, Abdurrahman Bachir, Abdurrahman God, Guiré Meidal, qui sont condamnés à 18 mois de prison tout simplement parce qu'ils ont demandé à manifester, parce qu'ils ont lancé un appel à manifester contre le fraude électorale. Et 18 mois. Et eux aussi, ils ont rejoint là-bas un membre de Frud qui s'appelle Mohamed Ahmed Dijabha, qui lui, et ça fait 4 ans qu'il est en prison, sans procès, sans accès aux soins, qui est toujours malade, qui a été torturé en présence même du ministre de l'Intérieur actuel, à l'époque qui était secrétaire général donc mes pensées vont à ces gens-là. Et en même temps, je pense que c'est une occasion de sortir par là où, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus, on sait ce que vaut le pouvoir, on sait ce qu'ils veulent, mais c'est au niveau de l'opposition de sortir par le haut et proposer une sortie des crises qui soit d'abord soit le fruit de consensus entre toutes les composantes de l'opposition, et ensuite proposer aux autres partis. Et je pense que c'est aujourd'hui une occasion et la meilleure façon de contribuer donc au changement, disait Sabato, je crois l'écrivain, c'est de ne pas se résigner. De ne pas se résigner, ne jamais se résigner. Kidar Saleh est revenu. Décidément, il est très remonté, Kidar Saleh. On n'a peut-être pas les représentants du pouvoir, mais il y a au moins un auditeur qui lui... Ah, c'est le représentant du pouvoir, me dit-on. Évidemment, tous les Djiboutiens se connaissent, évidemment. Kidar Saleh, qui revient un peu à la charge, et dit que voilà, Maître Zakaria, il nous écrit sur Internet, Maître Zakaria, selon lui, Maître Zakaria Abdiali, selon lui, utilise son poste, sa fonction de président de la Ligue djiboutienne des droits humains pour légitimer la cause de l'opposition. Et il se demande si la FIDH, la Fédération internationale des droits humains, des droits de l'homme, est au courant que monsieur Abdilali Zakaria a concouru à l'élection législative de février 2013. Tout le monde est au courant, évidemment, puisque nous en avons, nous, abondamment parlé ici. Et il dit également, Kidar Saleh, ce sera juste avant de vous laisser la conclusion, maître, il dit, alors, il se demande pourquoi monsieur Zakaria et monsieur Ouaberi sont dans l'amalgame permanent en instrumentalisant ce crime odieux, cet attentat à des fins politiques. Voilà, bon, ça c'est évidemment l'opinion de Kidar Saleh, et c'est très bien ici. Maître Zakaria Abdilali, c'est à vous. Ce genre d'intervention n'a aucun sens parce qu'on sait très bien les raisons qui sont derrière. Moi, je dirais en guise de conclusion que le président Guelleh, il a aujourd'hui l'occasion de vider la prison civile de Djibouti de tous ces détenus politiques, à commencer par Mohamed Ahmed Dijabha, détenu depuis le mois de juin 2010. Faut-il le rappeler, je suis son conseil. Nous avons saisi en 2011 la cour d'appel pour dire que la détention de monsieur Ahmed est arbitraire. Ce qu'il faut quand même savoir, contrairement à ce que pense Kidar, c'est qu'aujourd'hui, l'affaire est devant la cour d'appel depuis 2011. Nous demandons la liberté, au moins la liberté provisoire. Aucune réponse nous a été donnée. C'est un déni de justice. Voilà cette réalité. Donc, il y a aussi les autres détenus politiques qui croupissent depuis plusieurs mois, alors que le dossier concernant les deux, Abdurrahman et Guiré Meidal, un dossier vide. D'un mot, maître, conclusion. En conclusion, nous demandons à président Guelleh de respecter les droits humains à Djibouti. Merci à tous d'être venus.
On continuera évidemment à parler de ce dossier djiboutien. Abderrahmane Ouaberi, merci d'être venu. Merci. Écrivain, dernier roman paru, Passage des larmes aux éditions Jean-Claude Lattès. Maître Abdilali Zakaria, bon retour à Djibouti. Merci. Et bon courage, évidemment. Président de la Ligue djiboutienne des droits humains, député de l'Union pour le salut national, coalition des partis de l'opposition. Mohamed Kadami, merci d'être venu également. Et puis voilà, écoutez, il y a beaucoup de respect en tout cas pour votre émotion. Il y a beaucoup d'émotions chez vous, on le sent bien. Membre de l'amicale panafricaine, président du Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie. Merci à toute l'équipe du Grand Débat, chargé de production Stéphanie Hartmann, réalisation Jérémy Djibiz Boucher. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. N'oubliez pas à 19h30 la rediffusion du journal des auditeurs. À 20h, rendez-vous avec l'information de l'actualité africaine et internationale avec le partenaire de BBC Afrique. Ça sera BBC Soir. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute de Africa numéro 1. Prenez garde à la douceur des choses et portez-vous bien. Africa numéro 1, le grand débat.